Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je ne sais pas encore comment je vais la titrer, ni même comment je vais élaborer la vignette, parce que je vais aborder un sujet que je vais me permettre, moi, d'aborder, que d'autres youtubeurs plus célèbres, avec plus d'abonnés, voire même monétisés, ne peuvent pas aborder, parce que sinon ils se feraient canceller rapidement, voire dénoncer dans leurs propos. Vous le savez, nous qui sommes dans la réalité, dans la vie quotidienne, sur le terrain, qui côtoyons le peuple d'une manière générale, et plus particulièrement une frange populaire, diversité, minorité, etc., nous sommes plus à même, de par notre capacité à un moment donné de nous ouvrir l'esprit, d'avoir côtoyé, d'avoir eu des expériences différentes les unes comme les autres, et nous permettant justement d'avoir ce jugement adéquat sur la situation, et du fait de détenir justement ces éléments d'analyse, d'avoir la capacité à un moment donné de connaître l'évolution bénéfique, négative de la situation à plusieurs échelles, surtout si en plus vous avez une connaissance globale et être capable de faire un comparatif par rapport à ce que vous connaissez dans votre vie quotidienne, dans votre vie courante, dans vos relations, et à l'échelle plus globale, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, nationale, voire internationale, pour à un moment donné comprendre comment les choses, pourquoi les choses évoluent dans ce sens et pas dans un autre. Vous savez, aux États-Unis, c'est un pays dont je vous avais dit dans une vidéo de la playlist USA, qui est un melting pot. Un melting pot d'individus, de communautés, certaines se considérant comme américaines, d'autres gardant un lien étroit, particulier avec leurs origines. En ce qui leur concerne, ce sont plus particulièrement les personnes issues des pays latino-américains, indiens, pakistanais et chinois. Pas trop les Japonais, parce que les Japonais, eux, ils ont une immigration qui remonte à peu près au début du XXe siècle, etc. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moindre. Et puis en général, on estime qu'il y a à peu près 80% des sino-américains qui sont américains, qui se considèrent comme américains, qui ne renient pas leurs origines japonaises, mais qui très clairement n'ont plus rien à voir culturellement dans leurs pensées, dans leurs opinions, dans leur façon de vivre avec une culture japonaise. Et vous avez évidemment la communauté afro-américaine. Alors, la communauté afro-américaine, il faut différencier deux types. Vous avez évidemment ceux qu'on appelle les descendants d'esclaves, c'est-à-dire ceux qui ont des racines familiales issues de l'esclavagisme depuis le XVIe, XVIIe siècle, plus particulièrement aux États-Unis, même si à l'origine l'esclavage a commencé dans des pays hispaniques, puisque, je rappelle, l'émergence et l'usage de l'esclavage aux États-Unis est né d'un accident, c'est-à-dire que des esclaves ont été livrés au mauvais endroit, ont été livrés dans un port d'une colonie britannique, ou déjà c'était déjà les États-Unis, je ne sais plus, j'ai plus mémoire vraiment de la date, alors que c'était normalement une cargaison qui était prévue pour un pays latino-américain, je ne sais plus si c'était le Mexique, enfin bref, voilà, ça c'est pour la petite histoire, et ce qui a ouvert la porte au marché des esclaves pour le marché américain. Donc tous ces esclaves, pour ceux qui ont pu créer des familles, etc., donc vous le savez, après je ne vais pas revenir à l'histoire, la guerre de sécession, les États du Nord, la fin de l'esclavage, mais dans certains États, on a continué à pratiquer la ségrégation, plus particulièrement dans des États du Sud, jusque dans les années 60.
puisque ce n'est que dans les fins des années 60 que les derniers États qui pratiquaient encore la ségrégation ont finalement changé leur fusil d'épaule, même si encore aujourd'hui, dans certains États, il reste encore certaines règles, certains principes, certaines mœurs culturelles qu'on peut considérer comme étant ségrégationnistes, voire racistes. Mais ça reste très marginal et ça tend à disparaître, contrairement à quelque chose qui est très intrinsèque à certaines sociétés, certaines cultures, on va dire, communautaires dans les États du Sud, c'est le fait qu'on veut éviter la mixité, on veut éviter le mélange. Ce qui fait que, encore, dans certains endroits, eh bien, malheureusement, vous avez... parce que les Afro-Américains qui vont dans certaines universités sont minoritaires et par conséquent subissent encore une sorte de... C'est pas une discrimination, mais voilà, on sent que c'est pas... il n'y a pas une reconnaissance absolue, ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, il y a un renfermement sur soi, c'est-à-dire que tout d'un coup, on voit émerger des universités finalement exclusivement pour les jeunes Afro-Américains. D'où cette légende qui dit que dans certains États, il n'y a pas de mélange entre les Blancs et les Noirs, mais ce n'est pas une règle fondamentale, ce n'est pas une institution, c'est parce que par la force des choses, ça s'est appliqué un petit peu comme ça. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que évidemment, la communauté afro-américaine a un statut un petit peu particulier vis-à-vis des autres communautés d'origine étrangère, c'est-à-dire extra-nord-américaine. Parce que justement, il y a cet historique. Et du fait de cet historique, eh bien malheureusement, vous avez la deuxième catégorie d'Afro-Américains qui, eux, par contre, sont issus de l'immigration contemporaine. C'est-à-dire que ce sont des Afro-Américains qui viennent de familles, qui viennent des Antilles, qui viennent de certains pays hispaniques, mais surtout aussi d'Afrique. C'est-à-dire que c'est une immigration qui est apparue à partir du milieu du XXe siècle, parce que les États-Unis, c'était, c'est le rêve américain, c'est l'endroit où on a plus de chances de réussir que de rester dans son pays, en Afrique, etc. Inversement par rapport à d'autres Afro-Américains d'origine esclave, qui eux sont retournés en Afrique, dans leurs racines, à partir du moment où ils ont eu la possibilité de pouvoir définir d'où venait leur ancêtre, ce qui a amené la création d'un pays qui s'appelle le Libéria, qui est un pays qui est né justement d'une majorité de diaspora afro-américaine, justement pour permettre aux Afro-Américains qui ne se reconnaissent plus ou qui n'ont plus envie de vivre aux États-Unis de pouvoir revenir aux origines, de revenir à leurs racines. Mais le fait est, c'est que, évidemment, l'esclavage, la période de l'esclavage, pardon, elle a existé dans une époque, elle a existé dans un temps, qui aujourd'hui est totalement révolu. Un héritage qui a amené la société américaine, évidemment, à faire évoluer ses mœurs. Même si, encore une fois, je vous le dis, il y a encore des résidus très marginaux dans certains États. Du fait de cet esclavage, c'est-à-dire qu'on a amené de force des populations dans un pays et que leurs descendants sont restés dans le pays, leurs descendants, à un moment donné, ont été confrontés à un racisme et donc ont exigé que, du fait que s'ils sont là, c'est pas par leur volonté, c'est parce que leurs ancêtres, on les a importés d'Afrique. Donc ils sont là, ils restent là, etc. Et donc ils ont un droit d'être aux États-Unis. Et de fait de ce droit,
que ce droit sera reconnu. Donc il y a eu pendant ces, on va dire, 60 dernières années, un énorme travail d'intégration, d'assimilation, de lutte contre les racismes, contre les discriminations, voire même imposer du quota pour pousser et obliger la structure même de la société américaine à intégrer la population afro-américaine comme l'égale de la population blanche. Ce qui a plus ou moins bien fonctionné. Puisqu'aujourd'hui, dans la société, d'une manière générale, il n'y a quasiment pas de discrimination par rapport à la communauté afro-américaine. Sauf qu'après, malheureusement, il y a aussi la proportion. Il faut savoir que dans la population américaine, on estime à 73% de la population américaine, 73, 76, je ne sais plus, enfin c'est plus de 70% de la population américaine qui est blanche. La communauté afro-américaine ne représente que 8% de la population américaine. Donc c'est une minorité reconnue. Mais une minorité à qui on donne un statut évidemment particulier. Du fait de cette repentance, de cette culpabilité. Même si aujourd'hui les choses sont relativement atténuées, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui on a aussi un héritage de ça. C'est-à-dire qu'il y a un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que par cet effort d'essayer d'intégrer la communauté afro-américaine en tant que société, individu à part entière de la société américaine, malheureusement, ça a aussi amené des abus. Et ça a amené des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en matière professionnelle, la considération envers la population afro-américaine n'est pas la même qu'envers toutes les autres populations. C'est-à-dire que professionnellement parlant, et je dirais même dans la société, dans la vie sociale, le comportement, l'attitude, le jugement, l'interprétation, la gestion de la population afro-américaine n'est pas du tout la même qu'avec les Blancs, les Hispaniques, voire les Asiatiques. Je vous l'avais dit dans une vidéo, aux États-Unis, on sera plus prompt à pouvoir virer un Blanc, un Hispanique, un Asiatique, ou même un Indien, qu'un Afro-Américain. Il est plus délicat de gérer un Afro-Américain qu'un Blanc. Un Blanc, un Hispanique, un Asiatique, un Asie du Sud-Est, Indien, tout ce qui est Indien, Pakistanais, Bangladesh, même je dirais Vietnamien, Philippins, etc. Parce qu'il y a aussi des communautés, Coréens. Les Coréens aussi sont assez importants aussi aux États-Unis. Toutes ces populations-là, on ne va pas les gérer, on ne va pas les manager de la même façon qu'on manage les Afro-Américains. Ça sera plus compliqué à virer un Afro-Américain. Et pourquoi je dis c'est plus compliqué à manager? C'est parce que malheureusement, en matière de compétences, de savoir-faire, de qualité de travail, de productivité, la gestion n'est pas du tout la même vis-à-vis des Afro-Américains que tous les autres. On sera plus exigeant sur les Blancs, sur les Asiatiques, sur les Hispaniques, que sur les Afro-Américains. Pourquoi? Parce que tout simplement, critiquer, faire une remarque à un Afro-Américain peut être considéré comme malvenu, politiquement incorrect, un affront, voire une preuve de racisme. Et du coup, ça a eu un impact psychologique à l'échelle de la société américaine, même auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises font extrêmement plus attention vis-à-vis des Afro-Américains que sur les autres catégories ethniques. Les autres catégories ethniques, on peut les virer
Voilà. Alors qu'un Afro-Américain, ça va être plus compliqué. Parce qu'un Afro-Américain, au même titre que si un blanc est incompétent, improductif, fait que des conneries, est un branleur ou commet une faute professionnelle, on n'aura pas d'hésitation à le virer. En revanche, l'Afro-Américain, on va prendre des mesures, on va prendre des précautions. De telle manière à ce que cet Afro-Américain ne risque pas de se retourner contre l'entreprise avec une plainte pour racisme. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez des cabinets d'avocats qui sont spécialisés sur ce genre de domaine. Et du coup, je peux vous parler de ça parce que c'est une expérience que j'ai depuis que je vis aux États-Unis. Il n'est pas rare que vous ayez des collègues, alors attention, je ne fais pas de généralité, surtout pas de généralité, puisque j'ai eu des collègues qui étaient afro-américains, mais souvent c'était des afro-américains plutôt issus de familles d'esclaves. Généralement, ces afro-américains ont une éducation du respect. Et donc, en général, avec eux, ça se passe très très bien. Ils sont gérés, ils sont gérables, au même titre que n'importe qui. En revanche, les Afro-Américains qui sont issus de l'immigration contemporaine, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument rien à voir avec des racines esclaves, ceux-là, évidemment, s'approprient le phénomène de culpabilisation de l'esclavagisme, à tort, puisqu'ils ne sont pas concernés, puisqu'ils ne sont pas issus, ils n'ont pas de racines vis-à-vis de ça. Mais alors eux, par contre, ils sont ingérables. C'est-à-dire que c'est des branleurs. Généralement, au niveau productivité, il y a toujours un sérieux problème. Il y a aussi des problèmes de qualité de travail, de compétences et de savoir-faire. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est tous, mais globalement, en majorité, on est souvent confronté à ce problème d'Afro-Américains qui ne sont pas issus de familles ou de racines de l'esclavage, qui sont des casse-couilles, qui sont chiants, et qui poussent malheureusement parfois les managers, assistants managers, superviseurs, shift leaders, etc., à demander aux autres, c'est-à-dire nous, de bosser 2 fois plus pour compenser le manque de productivité de ces Afro-Américains-là, parce que évidemment, personne, et même je dirais à l'échelle du management d'entreprise, il y a des formations au niveau des managers, etc., de faire très attention et de prendre toutes les précautions pour éviter qu'éventuellement un employé afro-américain se retourne contre l'entreprise sur un argument de racisme, de discrimination. Eh bien, ce que je vous explique là, aujourd'hui, ça pose problème. Ça pose problème parce que là où les entreprises aujourd'hui regardent un petit peu plus près leur budget, essayent de faire des économies, etc., malheureusement, ils se rendent compte dans certains secteurs d'activité que très majoritairement, ils trouvent des employés issus de cette communauté. Et du coup, il y a une chance sur 2 que vous tombiez sur un employé qui soit efficace, qui soit productif, comme vous risquez aussi de tomber sur des gens qui ne vont pas forcément être à la page, en fait. Et ça pose un gros problème, surtout, comme je vous dis maintenant, avec ce management qui existe aujourd'hui, beaucoup plus regardant sur les budgets, sur la productivité, sur la qualité, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus d'entreprises qui sont beaucoup plus regardants d'avoir des gens qui ont des savoir-faire, des compétences, des connaissances, de l'expérience et qui soient sérieux et productifs. Mais malheureusement, tout d'un coup, on se rend compte que sur des employés qu'on a depuis 2, 3, 4, 5, voire 10 ans, malheureusement, à cause de cette politique du laisser-faire, aujourd'hui, ça pose un gros souci. Donc, évidemment, l'incidence que ça a une incidence dans les comportements.
À partir du moment où vous êtes sujet, vous êtes dans le bénéfice d'une sensiblerie, d'une sensibilité qui fait que parce que vous appartenez à une communauté, on vous considère d'une façon différente. Et bien malheureusement, vous n'échapperez pas au fait qu'il y ait des individus qui en profitent et qui en abusent. Comme je vous l'ai dit, ici aux États-Unis, vous avez des Afro-Américains qui, des fois, parce qu'ils se font virer, mais ils se font virer tout en étant tout à fait conscients de la raison pour laquelle ils se font virer. C'est parce que ça fait depuis des mois et des mois qu'ils branlent rien, qu'ils se foutent de la gueule du monde, qu'ils ne produisent que trop peu et pas forcément de bonne qualité. Bref, ça glande. Majoritairement, il y en a beaucoup qui sont conscients de ça. Mais parce que justement, ils attendent que ça. Et à partir du moment où ils se font virer, pour eux, c'est du racisme. Pour eux, ils sont des bons employés. Pour eux, ils n'ont rien à se reprocher. Mais il y a un moment donné où, évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi, si je suis un mauvais élément, si je suis un élément à problème, pourquoi est-ce qu'on ne me l'a pas dit avant ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une action anticipant la situation ? Et c'est là que se pose le problème. C'est comment expliquer devant un juge que si on ne dit rien, si on n'a rien dit, si on n'a rien fait, c'est parce que malheureusement on est dans une société du politiquement correct, incitant l'hypocrisie justement de ne rien dire. Même pire, il y a des fois, on dit oui, tu fais du super bon boulot, c'est génial, c'est super ce que tu fais, etc. Alors qu'en réalité, non. C'est-à-dire qu'en réalité, dans toute la chaîne hiérarchique dans les entreprises, on a déresponsabilisé les acteurs directs. C'est-à-dire qu'on leur donne une consigne, on dit surtout ne faites pas ça avec, ou ne dites jamais ça à un employé afro-américain, essayez de trouver des consensus, des compromis, essayez d'arrondir les angles avec les collègues, etc., etc., etc. Et ce qui fait que malheureusement, il n'y a plus aucun secteur d'activité où des fois vous êtes confronté à des collègues de la communauté afro-américaine qui ont cette réputation d'être un peu, d'être en roue libre. Voilà, littéralement. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire ils peuvent bosser, pas bosser, ou même des fois ils n'ont pas envie de bosser, et qui se reposent sur les autres collègues pour... moi, ça m'est arrivé, hein, quand j'ai bossé dans un restaurant, il y avait un Afro-Américain, le mec, il bossait le soir, mais il y a des fois, le soir, il n'avait pas envie de bosser, donc il me disait, ouais, tu peux me remplacer, fermeture ce soir, parce que machin... Il y avait toujours une bonne raison. Ou alors alors le coup fumant aussi, c'est... tu peux me remplacer parce que je peux pas bosser, parce que machin, parce que... Ok, mais dans ce cas-là, tu me prends un autre service. Ah mais non, mais là je peux pas non plus, parce que tu comprends. Bah oui, mais moi je peux pas te remplacer, je suis déjà en temps plein, donc tu sais aussi bien que moi que je peux pas faire d'heures sup. Les heures supplémentaires, c'est interdit. Le mot d'ordre au niveau des managers, superviseurs, c'est aucun employé ne doit faire plus de 40 heures. Donc, désolé, mais moi je peux pas te prendre ton service pour te faire plaisir. Parce que, encore une fois, tu fais le service d'un collègue. Oui, mais dans ce cas-là, tu me fais un service, je sais pas, cette semaine ou la semaine prochaine. Mais non. En fait, eux, ils veulent la facilité. C'est-à-dire prendre le bénéfice, mais sans contrainte. Et je peux vous dire, des gens comme ça, mais il y en a un paquet. C'est... Et actuellement, on a un problème à la veille de Noël, qui a une activité quand même relativement impactante, on va dire. Donc ça veut dire que oui, on a une grosse activité actuellement. Et ben là, j'ai mon manager. Ben mon manager, il est emmerdé. Il est emmerdé pourquoi ? Parce
parmi les 5 collègues que j'ai, il y en a une avec qui je bosse très très bien parce qu'on est complémentaires, on travaille à la même allure, etc. Mais les 3 autres, ils sont complètement largués. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre que là, il faut peut-être accélérer le rythme, que là, il faut passer la seconde. Et parmi eux, il y a 2 Afro-Américaines. Et ben, ça fait plusieurs fois qu'on essaie de leur faire comprendre qu'il va peut-être falloir un petit peu accélérer le rythme. Mais non, en fait. Ne veulent pas parce qu'elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas quand on leur met la pression. Il y en a une, par exemple, qui a démissionné, pareil, qui est une Afro-Américaine. Elle a démissionné, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez gentlé. C'est-à-dire que pour elle, on n'est pas assez bisounours. Sous-entendant pas assez bisounours, c'est-à-dire bosser 2 fois plus pour qu'elle, elle puisse bosser les doigts de pied en éventail. Évidemment, il ne faut rien dire, parce que si tu dis quelque chose, bah t'es raciste. Mais ce que je vous explique là, c'est une réalité. Ce qui fait que c'est pas un hasard si aujourd'hui il y a certains secteurs d'activité où il y a, excusez-moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce terme-là, mais là, il est approprié, un grand remplacement. Par exemple, dans certains secteurs de services, il y a aujourd'hui un grand remplacement de la population afro-américaine par la population hispanique. Parce que les hispaniques, ils bossent. Parce qu'ils savent que eux, les hispaniques, leur motivation, c'est qu'ils sont un petit peu arrivistes, donc le pognon. Tu bosses, t'as l'argent. Chez les hispaniques, vous verrez jamais des gens, des hispaniques, se la couler douce en disant, oui, de toute façon, que je bosse super ou que je me la joue cool, je serai payé pareil. Non. Et c'est pour ça qu'en milieu professionnel, tous les endroits que j'ai fréquentés, on sent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas entre eux justement, les Afro-Américains et les Hispaniques. Il y a une sorte d'arrangement, on arrondit les angles dans le relationnel, etc. Mais on sent bien que ça ne veut pas se mélanger. Ça ne veut pas se mélanger parce que ça n'a pas la même perception, ça n'a pas la même approche du travail entre les deux. Et ça, il y a des endroits, je vous le dis, c'est flagrant. C'est flagrant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de blancs américains qui veulent travailler avec des hispaniques et non plus avec des afro-américains. Et quand je dis grand remplacement, il y a 2 secteurs où aujourd'hui c'est en train de se produire. C'est le jardinage, espace vert et la restauration. C'est-à-dire que dans la restauration, aujourd'hui, oui, il y a un grand remplacement. Parce que les restaurateurs se rendent compte que les hispaniques sont quand même beaucoup plus bosseurs que les afro-américains. Attention, quand je dis les afro-américains, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas faire une généralité. Mais malheureusement, si dans une communauté, vous avez des gens qui donnent une mauvaise image à la communauté, eh bien, excusez du peu, mais dans ce cas-là, vous appliquez le principe de la mesure de précaution, c'est-à-dire vous ne voulez plus prendre de risque de prendre une personne de cette communauté en se disant oh, peut-être j'aurai une chance sur 2 de tomber sur un bon. Parce que de toute façon, vous n'en avez plus les moyens, vous n'en avez plus le temps. Donc vous allez là où vous avez au moins une garantie. Une garantie d'avoir plus souvent une personne qui va bosser plutôt que de tomber sur une personne qui va avoir le poil dans la main. Ah, évidemment, ce que je vous dis là, ce que je vous raconte là, c'est la société américaine. Mais vous allez me dire, mais oui, mais c'est pareil en France. Et vous avez raison. Je dirais même que c'est peut-être pire en France. C'est pire parce que si encore aux États-Unis, il y a un équilibre idéologique, c'est-à-dire que face au wokisme, par exemple, il y a des forces politiques qui très officiellement sont contre, luttent contre ce progressisme maladif. Malheureusement en France, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en France, dès que vous voulez remettre un petit peu en question ces politiques et ces idéologies, vous êtes traité d'extrême droite, de facho.
Et c'est même pire parce que non seulement en Europe, en France, vous avez... Alors peut-être, c'est pas tellement les Afros qui posent problème. C'est évidemment les Arabes, plus particulièrement le Maghreb. Tout ce qui vient du Maghreb. Enfin, attention, quand je dis tout ce qui vient du Maghreb, là aussi, il faut faire la part des choses. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont étrangers ou avec nationalité française d'origine maghrébine, qui sont parfaitement intégrés à la société, qui sont même des modèles. Mais très souvent, quand on essaie de comprendre comment ils en sont arrivés là, tout simplement parce que leur environnement a été contrôlé, leur environnement a été suivi. C'est-à-dire qu'ils ont eu des parents qui les ont bien éduqués, qui les ont éduqués dans le respect, dans le fait qu'il est de leur responsabilité en tant que représentants de leur communauté de donner une bonne image. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le visage négatif qui ressort le plus et qui va impacter évidemment la communauté d'une manière générale. D'une manière générale, vous allez avoir de plus en plus d'entreprises qui vont hésiter, qui vont rechigner à embaucher des gens qui ont des noms à consonance musulmane, à consonance arabe. Alors certains réussissent parce qu'ils sont recommandés, parce qu'ils ont réussi à prouver ce qu'ils étaient, ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils étaient compétents dans leurs expériences, leur savoir-faire, mais ils sont recommandés. Et du fait qu'ils sont recommandés, vous comprendrez que ces gens-là ont une opportunité à un moment donné qui leur est donnée par une tierce personne. Mais ils n'y arriveraient pas par eux-mêmes. Alors évidemment, ceux qui disent « oui, on ne nous donne pas de travail », oui, mais j'ai envie de leur dire, un travail, ça ne se donne pas, ça se cherche. Et qui plus est, ça se cherche en démontrant ce dont tu es capable, de tes ambitions, de ta volonté, de ton sérieux. Or malheureusement, même moi en France, avant que je parte en 2012, force est de constater qu'on était souvent, je dis bien souvent, confrontés à des individus qui, une fois qu'ils étaient dans la place, ça s'installait confortablement et on ne peut pas dire que c'était vraiment les plus productifs. Et qu'au contraire, ça se trouvait toujours des justifications à ne pas être au même rythme, à la même allure, à la même productivité que les autres. Qui plus est aussi, s'ils sont étrangers en situation régulière en France, sachez que de par leur statut, ils ont des avantages en entreprise. Un des avantages qu'ils ont, par exemple, c'est si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas forcément, on va dire, suffisamment de personnel, par exemple, pour permettre au moins à des employés qui ont des enfants de partir en vacances au mois de juillet ou au mois d'août, sur ce qu'on appelle les périodes scolaires. Je peux vous garantir que moi, j'ai connu des collègues, parce qu'ils étaient jeunes, mais mariés, avec des enfants, mais parce qu'ils étaient en temps partiel, parce qu'ils n'avaient pas des statuts très élevés, se voir refuser leurs vacances au mois de juillet, au mois d'août, parce que leurs collègues étrangers étaient prioritaires pour pouvoir prendre leurs 5 semaines afin qu'ils puissent rentrer chez eux et passer du moment avec leur famille. Vous comprenez après pourquoi que chez certaines personnes, il peut y avoir des animosités envers l'étranger. Parce qu'on donne des avantages à l'étranger que vous-même, vous n'avez pas. Et à titre d'exemple, si demain j'ai besoin de me faire soigner en France, parce que j'estime qu'aux États-Unis, je ne trouve pas ou c'est trop cher. Si je rentre en France aujourd'hui, est-ce que je vais être soigné? Normalement, non. Parce que je ne cotise plus à la sécurité sociale. En revanche,
Si je me pointe avec un statut d'étranger, eh bien j'aurai le bénéfice de l'AME. Tout frais payé. Vous voyez la logique? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que tout est idéologique. Et de ces idéologies clientélistes qui sont actuellement en train de se développer en France. Et vous n'en avez pas fini. Parce que j'ai vu Guénolé là sur France Inter, je crois, ou je ne sais plus, Sud Radio, qui disait qu'il estimait que lui, la France, doit payer des millions d'euros de préjudice pour la colonisation de l'Algérie. Mais déjà, mon petit Guénolé, premièrement, l'Algérie n'existait pas avant que la France arrive, c'est la France qui a créé l'Algérie. En 1778, si ma mémoire est bonne. Deuxièmement, tu parles d'une époque qui est révolue. Si on doit culpabiliser les Français, si on doit culpabiliser la France, si on doit payer pour la colonisation de l'Algérie telle que lui le conçoit, mais j'ai envie de te dire, Guénolé, ok, on paye. Mais on paye, mais après, terminé. Fini. On ne doit plus rien à l'Algérie. C'est-à-dire tous les ressortissants algériens qui viennent se soigner en France aux frais de la princesse, terminé. On brise tous les accords, tous les contrats qu'on a avec l'Algérie. Logique. Et j'irai même plus loin. Si tu veux qu'on s'amuse à ce petit jeu, mais dans ce cas-là, tout ce que la France a attaqué, envahi, conquis, mais là, ça ne va pas être des millions d'euros qu'il va falloir sortir. C'est des trilliards. Et que si tu accordes cette rémunération pour dommages de colonisation, mais tu ouvres la porte à tout le monde qui, dans l'histoire, a été attaqué, envahi, conquis, même créé par la France, de demander des réparations. C'est clientéliste. Thomas Guénolé ne fait que suivre la doctrine de la gauche vis-à-vis d'un électorat qui plus est algérien parce que les Algériens et la communauté maghrébine, franco, je ne sais quoi, qui est la plus importante en France. Donc on caresse dans le sens du poil la communauté la plus importante en France, c'est-à-dire la communauté algérienne, qu'elle soit étrangère ou française. En réalité, toutes ces politiques, ça mènera nulle part. Ou je dirais même que ça mènera à rien de bon. Rien de bon, pourquoi? Parce que ça va générer encore plus d'animosité, de conflits, de jalousie, d'incompréhension. Et on risque de se retrouver dans certains pays dans des conflits civilisationnels. Alors aux États-Unis, c'est pas trop le cas. Mais quand vous avez par exemple à San Francisco des gens qui veulent faire payer les Blancs par des taxes pour rémunérer des Afro-Américains, c'est-à-dire leur donner de l'argent gratuit, mais attention, ça sera, je ne sais plus combien ils demandaient, 1 million ou 5 millions, 5 millions de dollars par tête de pipe. Pourquoi ? Est-ce que les Blancs aujourd'hui à San Francisco sont responsables de l'esclavage d'il y a 2-3 siècles ? Qui plus est des Blancs qui, ça se trouve, ont des racines d'une immigration du XXe siècle. Pourquoi ils sont responsables de l'esclavage ? Ils ne sont pas responsables. Mais encore une fois, derrière, vous avez des politiciens qui, parce qu'ils n'ont plus de crédit vis-à-vis de leur électorat traditionnel, eh bien, vont séduire, caresser dans le sens du poil, le vote communautaire. Sauf qu'aujourd'hui, ça part en couille. Aujourd'hui, les wokistes, qui eux aussi sont des clients politiques. Sauf que le problème, c'est qu'à force d'avoir abusé, à force d'avoir été trop loin, idéologiquement parlant, aujourd'hui, ils sont en train de payer la facture. Donc, ce que je vous explique là, évidemment, vous ne pourrez pas l'entendre, jamais l'entendre sur une chaîne monétisée, par une chaîne, par exemple, Hugo Décrypte, ne vous expliquera jamais ça.
Mais on en reparlera parce que ça va être des sujets. Ça va être des sujets sociaux et économiques. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.